Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Vous êtes invité à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés. Bienvenue au Luxembourg Fundcast. Ce podcast, créé et produit par Bertrand Mariot, avocat à la Cour, a pour mission de vous apporter une information claire, libre et rigoureuse sur la réglementation financière et les fonds d'investissement au Luxembourg. Nos analyses sont issues de références officielles affinées par un prompt engineering sophistiqué. Veuillez noter que cet épisode était préparé en date du 21 août 2025. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à un mécanisme clé dans la vie d'une société anonyme ici au Luxembourg, la délégation de pouvoir par le conseil d'administration. C'est vraiment essentiel pour une bonne gouvernance, même. Ah oui, absolument. Surtout quand les situations deviennent un peu complexes. Vous savez, après une fusion, ou quand on part à l'international, ou même avec un actionnariat étatique. Savoir déléguer efficacement, c'est crucial. Et le cadre de tout ça, c'est toujours notre bonne vieille loi de 1915 sur les sociétés commerciales, j'imagine. Exactement. C'est elle qui donne les règles du jeu, la base de tout. Alors, commençons par le début. Le conseil d'administration, il a des pouvoirs très étendus pour agir au nom de la société, c'est ça? C'est l'article 441.5, si je me souviens bien. C'est tout à fait ça. C'est le principe fondamental. Le conseil a les pleins pouvoirs, sauf ce que la loi ou les statuts lui retirent expressément. Et c'est de là, justement, que vient sa capacité à déléguer certaines tâches. Mais ce grand pouvoir implique une grande responsabilité, comme on dit. Précisément. C'est le revers de la médaille. L'article 441.9 est très clair. Les administrateurs sont solidairement responsables. Responsables des fautes de gestion, des violations de la loi, des statuts. Et donc déléguer une tâche, ça ne veut pas dire se laver les mains de la responsabilité qui va avec. Ah non, surtout pas. C'est un point essentiel à comprendre. La délégation, c'est pour l'efficacité, mais la responsabilité ultime, elle reste au niveau du conseil. On ne peut pas s'en décharger. Bon, alors comment on organise ça concrètement? La loi propose des outils, une sorte de boîte à outils si j'ai bien compris. Il y a d'abord la gestion journalière. Article 441.9. Oui, la gestion journalière, c'est la délégation des affaires courantes du quotidien. Mais attention, petit piège, la loi ne définit pas ce que c'est la gestion journalière. Ah bon? Non, et sa portée peut changer énormément selon la taille de l'entreprise, son secteur d'activité. Donc c'est au conseil d'administration de définir très précisément ce qu'il entend par là. D'accord, et s'il ne le fait pas C'est là que les problèmes peuvent commencer. Surtout dans un contexte international. Ce qu'un dirigeant considère comme journalier dans un pays ne l'est pas forcément dans un autre. D'où l'importance d'être clair pour éviter les malentendus sur l'étendue des pouvoirs délégués. Logique. Et si on veut déléguer des choses plus importantes que le simple quotidien? Des pouvoirs de gestion plus larges? Alors là, on pense plutôt au comité de direction. C'est l'article 441.11. C'est un outil qui peut être très puissant, par exemple pour gérer l'intégration après une grosse fusion. Ça permet de concentrer les décisions opérationnelles. Mais il y a une condition importante, non? Oui, et elle est de taille limitée. Il faut que la possibilité de créer un comité de direction soit explicitement prévue dans les statuts de la société. C'est pas quelque chose qu'on peut improviser, il faut l'anticiper. Donc il faut y penser en amont dans les statuts, c'est bon à savoir. On voit aussi souvent des comités spécialisés, genre comité d'audit, comité des rémunérations, c'est encore autre chose. Tout à fait. Ces comités-là, prévus par l'article 441.6, ils n'ont pas de pouvoir de gestion au sens strict. Leur rôle, c'est plutôt de préparer le travail du conseil, d'analyser des points précis, de faire des recommandations, de surveiller. Ils assistent le conseil, mais ils ne décident pas à sa place sur la gestion. D'accord, donc plusieurs niveaux de délégation possibles. Et tout ça, ça suppose une documentation vraiment solide pour que ça fonctionne et que tout le monde sache qui fait quoi. C'est absolument fondamental. On parle bien sûr des statuts qui doivent autoriser certaines délégations, comme le comité de direction, mais aussi des procès-verbaux des réunions du conseil qui décident de délégation. Et ces décisions doivent être précises, j'imagine. Extrêmement précises. Qui est délégué? Pour faire quoi exactement? Avec quelles limites, par exemple financières? Pour combien de temps? Et comment cette personne doit-elle rendre compte au conseil? Tout doit être écrit, noir sur blanc. On parle parfois de chartes pour les comités ou de termes de référence. Oui, c'est ça. Ou même, dans les structures plus grandes ou plus complexes, d'une véritable politique de délégation de pouvoir, une Delegation of Authority Policy ou DOA. C'est un document qui centralise tout. C'est excellent pour la clarté, pour le contrôle interne, pour les auditeurs. Indispensable en fait.
Bien, même avec tout ça, le conseil ne peut pas tout déléguer, si? Il y a bien des choses qu'il doit garder pour lui. Bien sûr, et heureusement. Il y a des devoirs qui sont par nature non délégables. Pensez à la définition de la stratégie générale de l'entreprise, à l'approbation des comptes annuels, à la convocation de l'Assemblée générale. Les décisions vraiment structurantes, comme une fusion, une dissolution. Exactement. Ça, c'est le noyau dur, la responsabilité propre du conseil. Et il y a un devoir qui chapeaute tout le reste, le devoir de superviser activement toutes les délégations qui ont été accordées. Ça, on ne peut jamais le déléguer. Ah, la fameuse supervision. C'est donc ça la clé pour que le système tienne. On délègue, mais on garde un œil très attentif. C'est plus qu'un œil attentif. C'est une obligation active. L'absence de supervision ou une supervision insuffisante, c'est ce qu'on appelle un défaut de surveillance. Et ça, c'est une faute de gestion. Qui peut engager la responsabilité des administrateurs personnellement. Tout à fait, selon l'article 441.9 encore une fois. Superviser, ça veut dire mettre en place des systèmes de reporting clairs, s'assurer que l'information remonte et pouvoir intervenir si besoin. C'est ça, agir en bon père de famille de manière prudente et diligente. Et avoir une documentation qui prouve qu'on a mis en place ce système de délégation et de contrôle, c'est la meilleure défense en cas de problème. C'est la meilleure preuve qu'on a agi de manière responsable. La documentation n'est pas juste de la paperasse, c'est la trace de la diligence du conseil. Donc, pour résumer cette discussion passionnante, une délégation efficace, c'est trouver le bon équilibre. L'équilibre entre, d'un côté, l'agilité, l'efficacité opérationnelle, et de l'autre, le maintien du contrôle et de la responsabilité finale du conseil. C'est une excellente synthèse. Un équilibre délicat, encadré par la loi de 1915, et rendu possible par une organisation et une documentation vraiment rigoureuse. Et pour laisser nos auditeurs avec une petite question qui ouvre la réflexion. Au-delà de tous ces mécanismes légaux, de ces documents, comment un conseil peut-il vraiment s'assurer que l'esprit de la délégation, cette combinaison de confiance et de contrôle prudent, est bien vivant dans la culture de l'entreprise? Surtout quand il y a des tensions, comme après une fusion, ou des cultures managériales différentes qui se rencontrent. Même de ce qui fait une bonne gouvernance d'ordination, l'humain, la confiance, la culture partagée, vaste sujet. Merci de nous avoir écoutés. Pour soutenir notre travail, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, où une note 5 étoiles nous aide beaucoup, et sur notre chaîne YouTube Rigoré Média. Vos commentaires et suggestions y sont les bienvenus. Retrouvez le lien vers notre podcast en anglais dans la description. À bientôt sur le Luxembourg Funcast. Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Vous êtes invités à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés.